Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au système de jeu en 3-2-2-3. Donc c'est une compo qui est vraiment fortement mise en avant aujourd'hui dans le football moderne. Et donc on va en parler et voir comment ça se fait que de très gros clubs l'utilisent et on voit que les résultats sont présents. Donc pour moi c'est intéressant déjà de commencer par le fait de mettre les choses au clair. Dans le football, on parle beaucoup de composition. À chaque fois qu'il y a un match, on les affiche, mais en soi, c'est toujours plus intéressant de regarder l'animation de l'équipe plutôt que la composition. Pour beaucoup, c'est quelque chose de très très clair, mais je sais très bien qu'il y a une grande partie des gens qui n'arrivent pas forcément à le comprendre. Il ne faut pas forcément regarder la composition d'avant-match, parce qu'en soi, dans la réalité, c'est pas toujours comme ça que ça se passe sur le terrain. Et puis surtout, il faut regarder des zones où les joueurs donc seront utilisés et vont jouer, tout simplement. Donc par rapport à ça, je vais vous donner moi les compos des équipes à chaque fois en 3-2-2-3. Mais il faut surtout essayer de comprendre l'animation qui va suivre derrière et tout simplement les bienfaits, etc., etc. Alors, on va commencer par des exemples. Trois équipes qui jouent comme ça. La première équipe, c'est Manchester City. Cette saison, on voit que au départ, ça ne jouait pas forcément comme ça. J'avais fait une vidéo sur le City de Guardiola et j'avais parlé du fait que avec Haaland, le système avait un petit peu changé. Au final, avec le temps, il a encore une fois changé. Maintenant, Guardiola, c'est un coach qui joue de différentes manières, évidemment, et qui n'est jamais entêté avec une seule idée. Par rapport à celle-ci, on voit donc la composition de base, toujours affichée en 4-3-3 avec City, c'est celle-ci, avec Ederson au but, avec Rico Lewis maintenant qui joue, etc. Le truc, c'est que en réalité, Rico Lewis va se mettre aux côtés de Rodri. Et ça va former un 3-2-2-3 parce que tu auras donc une ligne de trois défenseurs, tu auras Rico Lewis avec Rodri, tu auras généralement Gundogan avec Kevin De Bruyne, et puis les trois de devant, on les connaît. Donc ça va former cette composition-là, et c'est ce qu'on voit le plus généralement sur le terrain. Passons maintenant à Arsenal. Eux, encore une fois, donc on voit souvent, eux, par exemple, des 4-2-3-1 ou des 4-3 sur les feuilles de match. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est encore une fois un latéral qui va donc s'incorporer au milieu de terrain. Et cette fois-ci, c'est Zichenko. Zichenko, lui, donc, il va se mettre à côté de Thomas Partey et former donc un milieu à 4 avec devant lui Xhaka qui joue quand même assez haut sur le terrain avec, bien évidemment, Martin Odegaard. Et puis le trio offensif qu'on connaît. Pour terminer, il y a le Barça de Xavi. Et là, c'est différent. Parce qu'avec City et avec Arsenal, on voyait donc un latéral qui s'incorpore au milieu de terrain. Cette fois-ci, c'est un latéral qui va, lui, jouer au poste d'ailier. Et donc, il y a quatre vrais milieux de terrain. Parce que City et Arsenal font jouer un latéral au milieu de terrain. Là, non, on a vraiment quatre vrais milieux de terrain du côté du FC Barcelone. Et donc, Alex Baldé va jouer au poste d'ailier gauche en réalité pendant le match. Maintenant, quand on voit ça, si on regarde simplement la compo comme ça en 3-2-2-3, on se dit que c'est extrêmement offensif. Et on se dit clairement que c'est fou et que les équipes prennent des risques. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. J'aimerais même dire que selon moi, on trouve un vrai juste milieu entre le football très offensif et le football un peu plus équilibré où tu prends moins de risques. Parce que dans les phases défensives, il faut toujours regarder comment l'équipe va jouer et puis surtout comment l'équipe se comporte avec et sans ballon. Et en réalité, quand l'équipe n'a pas le ballon, donc ils doivent défendre, ils vont jouer comme on voit sur la feuille de match, en 4-3-3 généralement ou en 4-2-3-1. J'ai même déjà vu par exemple le Barça jouer en 4-5-1 des fois dans certains matchs défensivement quand il y avait cette compo-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois que l'équipe réagit différemment quand elle n'a pas le ballon et l'idée est de redevenir une équipe totalement basique qui joue comme on connaît le mieux. Et par rapport à ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, quand tu as le ballon, tu t'offres plus d'opportunités pour te créer des occasions offensivement, des joueurs plus hauts sur le terrain et plus de monde notamment au milieu de terrain, donc tu as facilement le surnombre. Et en plus de ça, défensivement, bah, tout le monde se replie et tu as un système basique où tu peux défendre assez tranquillement. Et ça, c'est honnêtement intéressant, je trouve. Et par rapport à ce système-là, je trouve vraiment que pendant le match, il peut beaucoup évoluer. Parce qu'en soi, on peut voir que certains joueurs vont prendre la position de d'autres. Il peut y avoir des mouvements. Et je pense que l'une des idées principales pour que ça marche bien, c'est qu'il te faut des joueurs qui soient capables de jouer à plusieurs postes, qui sont assez polyvalents et qui savent tout simplement être efficaces dans plusieurs zones du terrain. Comme par exemple Jules Koundé qui doit donc jouer au poste de défenseur droit à certains moments sur des phases défensives, c'est pas forcément simple, mais il doit le faire. Comme par exemple Zichenko qui doit jouer donc au milieu de terrain et il doit forcément avoir une très bonne qualité de passe pour pouvoir se trouver dans cette zone-là.
ou même Rico Lewis à Manchester City qui se trouve lui aussi au milieu de terrain. Donc par rapport à ça, vous comprenez qu'il te faut des joueurs polyvalents. Là, je parle des joueurs qui se mettent au milieu de terrain. Après, par exemple, Baldé, lui, doit se retrouver dans un rôle d'ailier. Donc forcément qu'offensivement, il doit être très bon. Et ça, il faut le prendre en compte. Et puis, il y a d'autres joueurs quand même sur la pelouse qui doivent être assez polyvalents pour que cela marche bien. Maintenant, pour terminer, il y a un point que j'aimerais aborder. C'est le fait que ces trois équipes-là, donc City, Arsenal et Barcelone, ont chacune donc un vrai numéro 9. On parle de Robert Lewandowski, de Erling Haaland et de Edin Nketiah ou Gabriel Jesus quand il n'est pas blessé tout simplement. Et par rapport à ça, c'est intéressant parce que quand on regarde un petit peu le football, comment il a évolué, pendant une période quand même, on a vu pas mal de faux numéro 9. Et on s'est dit peut-être que ça va vraiment perdurer et que ça va rester ainsi. On voyait de moins en moins de vrais numéro 9 buteurs classiques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le football moderne, c'est vraiment redevenu fortement à la mode et que limite, c'est devenu primordial pour pouvoir gagner des titres et pour être extrêmement compétitif. On le voit dans toutes les plus grosses équipes, ils ont donc des vrais numéros 9 qui plantent beaucoup de buts et qui ont l'instinct de buteur tout simplement. Par rapport à ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et quand on regarde dans le système, le 9, il est bien accompagné parce qu'il a deux joueurs, deux milieux derrière lui qui vont être très proches. Et puis, tu as les ailiers aussi sur les côtés. Donc, il peut facilement combiner avec les joueurs. Et puis, c'est généralement lui quand même qui termine les occasions. On voit avec Erling Haaland qui marque beaucoup de buts. On voit aussi avec Robert Lewandowski. Et on le voit avec Edin Nketiah qui est le meilleur buteur d'Arsenal cette saison. Donc, par rapport à ça, il faut aussi le prendre en compte. Maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce système. Est-ce que vous êtes simplement pour ou contre? Qu'est-ce que vous en pensez? Point positif, point négatif. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Et sinon, moi, je vous dis peace.